L'hypersensibilité, c'est un sujet qui est effectivement, très important. Comment on peut gérer au quotidien, ses émotions, son hypersensibilité, mais on verra aussi comment on peut communiquer avec une personne qui est aussi hypersensible. Quels sont les gestes, les mots à utiliser pour arriver à rassurer cette personne et arriver à chaque fois à la fois à développer votre confiance en vous, tout en acceptant vos émotions, parce que c'est des sujets qui sont importants. Donc le programme, vous allez voir que c'est plein de choses. Donc comprendre votre hypersensibilité, comment la vivre au quotidien, comment gérer les relations quand on est hypersensible ou quand on est avec une personne hypersensible et comment en faire une force au quotidien parce que c'est vrai que c'est quand même important aussi d'arriver à se dire que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on ressent, c'est un atout et que cet atout, il faut savoir l'utiliser avec quelques petites techniques. Des techniques que certainement, je suis persuadée que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais c'est toujours bon de le rappeler des fois et d'arriver surtout à les mettre en application et je sais que c'est la mise en application qui n'est pas toujours évidente. Je suis le cordonnier le plus mal chaussé pour justement savoir de quoi on parle. Première partie, comprendre l'hypersensibilité. C'est vraiment quelque chose qui est important. Là, on va vraiment essayer de rentrer dans le détail, de savoir déjà si on est hypersensible, comment on peut arriver à définir si une personne l'est ou pas. Et on va essayer aussi de voir un peu les avantages et les défis que va rencontrer une personne qui est hypersensible. Donc côté définition pure et dure, on va, mettre en avant la caractéristique d'une personnalité, hypersensible. C'est une personne qui va ressentir beaucoup d'émotions de manière très intense, de manière très, profonde, beaucoup plus que, d'autres personnes. Et donc les personnes qui vont être hypersensibles, elles ont souvent cette capacité aussi à ressentir, on parle souvent d'empathie dans ces cas-là, mais elle va ressentir beaucoup d'empathie, hein, pour les autres et c'est aussi une personne qui va être très réceptive à tout l'environnement émotionnel qui va l'entourer et donc ça va être cette capacité, à justement à être plus susceptible de ressentir toutes les émotions qui l'entourent, que ce soit les siennes, mais celles des autres, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, imaginons une réunion où, justement, tout le monde est en train de un petit peu de s'énerver, la personne hypersensible va ressentir toutes ces tensions et elle va un petit peu les ingurgiter d'une certaine manière. Et donc, c'est à la fois comment arriver à mettre une barrière et à se protéger des émotions des autres, tout en gérant ses propres émotions face à ce genre de situation et arriver à faire la part des choses qui n'est pas toujours évident. Donc, c'est des personnes qui vont être très facilement touchées par des événements quotidiens, des interactions avec les uns et les autres, on va le voir un peu plus loin, mais aussi par tous les stimuli sensoriels, des odeurs, des bruits. Et une personne hypersensible va être impactée par ce genre de choses. Donc, ça va impacter ses émotions et la manière dont elle va arriver à les gérer, à travailler au quotidien. C'est aussi, la caractéristique, c'est aussi une grande réactivité donc à l'environnement. Donc, c'est des personnes qui sont réceptives à tous les stimuli de l'environnement, donc les sons, les odeurs, les couleurs aussi, et les sensations physiques. C'est quelque chose qui va toucher énormément une personne qui est hypersensible. Et c'est une personne, du coup, qui peut être aussi surstimulée par toutes les interactions qu'elle va avoir. Si une personne hypersensible va travailler dans un open space, si l'open space est très bruyant, il est rempli de beaucoup de personnes, si il y a beaucoup de lumière, beaucoup de fenêtres avec une lumière assez vive, s'il y a beaucoup d'écrans des écrans peut-être un peu trop éclairés, et ben effectivement, elle va se sentir surstimulée émotionnellement alors qu'en fait, elle ne va pas forcément se rendre compte que c'est lié à son environnement au départ. Donc des fois, on peut se sentir mal sans savoir d'où ça vient. Et donc, c'est se dire, OK, comment je peux analyser à la fois la situation, les personnes avec qui je suis, l'environnement dans lequel je travaille, pour savoir quels sont peut-être les axes sur lesquels je peux améliorer ou changer certaines choses pour être un petit peu moins fragilisée, en tout cas être moins touchée par ça. On parlait de la grande capacité d'empathie. Ce sont donc des personnes qui sont très douées pour ressentir de l'empathie pour les autres, pour comprendre les émotions et ce que les gens vont leur expliquer. Donc, quand une personne va raconter une histoire, quelque chose qu'elle a vécu, et bien, la personne qui est hypersensible va
vivre cette histoire à la place de la personne, elle va tout ressentir pour elle, dans le positif comme dans le négatif. Et alors c'est un atout parce que ça peut vraiment leur permettre de créer, une relation, de confiance plus forte, avec les gens. Mais c'est aussi difficile pour elle parce que, c'est un peu comme une éponge, dès qu'une personne va lui expliquer quelque chose, elle, elle récupère, elle récupère, elle récupère et à un moment donné, l'éponge elle doit dégorger de toutes ces émotions qu'elle a reçues, de toutes ces histoires racontées et donc c'est comment elle arrive à le gérer et à comprendre que les émotions qu'elle récupère des autres, ce ne sont pas ses émotions à elle. Et donc, c'est arriver à mettre à plat ce genre de choses, à créer un peu de distance, tout en gardant cette capacité à être très empathique. Donc, tout ça, ça demande effectivement beaucoup d'exercices, de contrôle de soi aussi, et de gestion, on va le voir forcément après, de gestion des émotions, de comment je fais au quotidien, quelles sont les petites actions que je peux faire, ces petits moments off peut-être que je peux arriver à me créer pour ne pas finir en surcharge en fin de journée, en fin de semaine ou en fin d'année, parce qu'à un moment donné, il y a un trop-plein. Et ce trop-plein, il est vraiment important d'arriver à le comprendre avant qu'il soit là. Parce que si le trop-plein arrive et que vous ne l'aviez pas prévu, forcément, c'est la cocotte minute qui explose et c'est pas bon du tout. Donc, c'est comment je peux agir au quotidien pour éviter justement cette surcharge de cocotte minute. J'aime bien cette expression de la cocotte minute, je trouve que c'est très parlant. Et puis il y a forcément cette tendance et cette capacité à l'introspection. Une personne qui va être hypersensible, ça va être très important qu'elle ait ce qu'on appelle une vie intérieure très riche. C'est une personne qui va beaucoup réfléchir sur sa propre expérience aussi émotionnelle, donc qui doit être aussi en capacité d'analyser ses émotions. C'est comme elle va être capable de faire le point, d'analyser, de se poser, de réfléchir, c'est aussi des personnes qui peuvent être très créatives, souvent avec une certaine perspicacité, supérieure par rapport à d'autres personnes, mais ça peut aussi les rendre beaucoup plus sensibles aux critiques qu'elles vont pouvoir recevoir, au jugement des autres, parce que liées notamment à l'empathie, ce sont des personnes qui veulent faire plaisir, qui veulent faire du bien, et qui, du coup, ont du mal à gérer leurs propres émotions lorsqu'elles reçoivent une critique ou un jugement, ce qui est assez normal et assez logique. Encore une fois, c'est arriver à mettre en place plein de petits exercices, des petits outils qui existent pour relâcher la pression, analyser et prendre de la distance. C'est vraiment un peu comme le ballon qu'on va gonfler et dégonfler. Dès qu'on voit qu'il commence à être un peu trop tendu, il faut tout de suite commencer un peu à lâcher prise. Et donc, c'est comment on arrive un petit peu à faire cette lâcher prise au quotidien. C'est tout ça qui est important aujourd'hui. Comment savoir si on est hypersensible? Parce qu'il existe plusieurs signes effectivement qui peuvent indiquer que vous êtes hypersensible ou qu'une personne de votre entourage est hypersensible. C'est pas une preuve, définitive, hein, forcément, mais ça peut en tout cas vous aider à comprendre si vous êtes hypersensible ou pas. Donc les différents indicateurs, ça va être la première chose, c'est, une personne qui est, facilement submergée par les émotions des autres. Hem on l'a vu juste avant, c'est des personnes qui sont très empathiques, qui vont ressentir les émotions des autres, de manière très intense. Si quelqu'un, autour d'eux est en colère elle va elle-même ressentir de la colère. Si une personne est triste, elle va elle-même ressentir de la tristesse. Si une personne est heureuse, elle va elle-même ressentir de la joie et donc vraiment l'image de l'éponge, elle récupère toutes les émotions avec les personnes avec qui elle est en interaction. Donc ça, c'est vraiment le 1er élément. Le deuxième élément, donc c'est une personne qui va réagir, comme on a vu, à toutes les stimulations sensorielles. Donc ça va être, les sons, les odeurs, la lumière, les textures, tout ce qui peut être vraiment de stimulation, les bruits forts, on l'a vu, les lumières vives, les odeurs fortes. Ça peut être quelque chose qui va gêner la personne. Et donc, c'est cette accumulation de stimulation sensorielle on peut en tout cas vous permettre de détecter si une personne est hypersensible ou pas. Ça va être des éléments qui sont effectivement importants. Peut-être que vous avez déjà remarqué ce genre de choses. Peut-être que vous êtes submergé aussi par un peu le stress ou l'anxiété, une situation
qui vous stressent au quotidien, je sais pas, le fait de prendre la parole en public, d'animer une réunion, de devoir aller rencontrer une personne, vous n'avez pas envie de la voir, bon, bah, des situations qui vont vous stresser, qui sont difficiles à gérer, et ben, ça, c'est des choses qui vont vous préoccuper, et donc effectivement, ça va vous générer du stress plus que nécessaire. Et donc ça, c'est effectivement des éléments qui sont à prendre en considération. C'est aussi des personnes qui prennent conscience donc de l'environnement qui les entoure, c'est-à-dire que quand vous êtes au milieu d'une foule ou quand, même si vous prenez un café en terrasse, et bien vous êtes quelqu'un qui va analyser tous les détails. Vous allez, heu, si vous comparez ça, c'est justement cette capacité d'observation et d'analyse que d'autres peut-être n'auraient pas. Et vous allez être en mesure de détecter les humeurs d'une personne. Vous allez pouvoir détecter un petit quelque chose que quelqu'un n'aurait pas vu. Et en fait, tous ces petits détails, que ce soit de gestes, d'humeur, de comportement, vous allez souvent l'associer à j'ai l'impression que, j'ai comme un sixième sens, j'ai une intuition. Et en fait, c'est pas forcément votre intuition qui parle, mais c'est peut-être votre hypersensibilité qui est en train de parler. Et donc, vous allez ressentir des choses que les autres ne remarquent pas. Et c'est pour ça que les autres disent ah, tu as une bonne intuition, effectivement, j'avais pas fait attention à ça. Bah oui, parce que eux n'ont pas observé l'environnement comme vous. Et donc, vous arrivez à repérer ces petits trucs. Et sans vous en rendre compte, bah, vous êtes capable d'analyser la situation. Et donc, c'est un, je vais pas dire comme un sixième sens, c'est vraiment en fait de l'hypersensibilité, donc de l'hyper-observation qui va vous permettre d'avoir ce genre de capacité en tout cas. Vous êtes aussi des personnes qui sont très attentives à vos propres émotions et à celles des autres, forcément. Vous allez être capable d'identifier lorsqu'une personne est triste, lorsqu'une personne est heureuse, lorsqu'une personne est un peu chamboulée. Et vous devez, en tout cas, parce que c'est pas toujours évident, mais normalement les hypersensibles y arrivent, arriver à exprimer aussi vos propres émotions. Ça, c'est vraiment les signes qu'on arrive souvent à mettre en avant pour arriver à détecter une personne hypersensible. Heu, Ce qui est important, c'est que tout le monde est différent. Donc toutes les personnes hypersensibles, elles ont pas forcément les mêmes signaux ou la même manière d'être. Même entre hypersensibles, les personnes vont présenter une grande variété de traits et de caractéristiques. Mais c'est en tout cas des signaux qu'on peut retrouver chez la plupart. Est-ce que là, avec les signaux que je vous ai donnés, il y en a certains, alors vous pouvez me le dire par écrit si vous le souhaitez, qui arrivent à dire bah oui, moi je ressens bien en tout cas ce genre d'éléments et j'ai bien l'impression d'être hypersensible ou j'ai bien l'impression qu'un tel et un tel dans mon environnement est hypersensible. Je vois que Victor me pose une question. Est-ce que ces caractéristiques sont tout aussi présentes, voire encore plus exacerbées chez les personnes TSA? Quels critères pour faire la différence? Alors, je ne suis pas une spécialiste pour les troubles, comme vous dites, liés à l'autisme. Donc ça, pour le coup, ou les TDAH aussi, là, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse. Et c'est des éléments qu'on peut retrouver chez eux, parce qu'ils ont aussi cette capacité d'analyse, d'observation et cette sensibilité sensorielle. Donc pour beaucoup, ils l'ont aussi. Mais après, voilà, c'est des caractéristiques un peu particulières que je maîtrise pas pour le coup, donc je voudrais pas trop m'avancer. Et, et du coup, j'ai Catel qui me dit oui, je ressens bien tout ça. Donc il y a des chances que vous soyez un petit peu hypersensible. Il faut le voir comme un avantage, l'hypersensibilité. Moi, je trouve que c'est important. Je ne vais pas parler d'inconvénients, je parle de défis généralement pour savoir un petit peu les choses sur lesquelles on peut essayer de travailler. Les avantages, c'est forcément donc cette sensibilité accrue aux besoins et aux sentiments des autres. Donc, euh, comme vous êtes très empathique et que vous avez cette facilité de comprendre les sentiments et les besoins des autres, eh ben, il y a un petit côté précieux en tout cas dans la relation que vous allez avoir avec les autres. Parce que cette capacité que vous allez avoir à la fois d'écouter, de comprendre, d'analyser, parce que quand la personne va parler, elle va agir d'une certaine manière, et donc vous allez pouvoir interpréter aussi ces signaux, même si vous ne vous en rendez pas compte, encore une fois, vous allez être en capacité de les interpréter, et bien ça va vous permettre de créer une relation beaucoup plus profonde avec la personne et de peut-être être en capacité de dire les bons mots, d'avoir le bon geste,
dont la personne a besoin. Et vous allez le faire, en fait, vous allez penser que c'est naturel chez vous, parce que vous allez le faire assez logiquement, mais c'est parce qu'en fait, vous avez été en capacité de recueillir cette information par votre empathie et d'analyser aussi son environnement. Et donc, vous avez cette facilité de tisser des liens et de comprendre ce que les gens ressentent et d'agir au bon moment avec ces personnes. Donc ça, c'est votre hypersensibilité qui va le permettre. Et puis, on parlait, tout à l'heure aussi de cette capacité dans la création, dans le côté artistique. Et ben, une personne qui est hypersensible, c'est une personne qui va aussi, apprécier, ressentir la beauté. Alors ça peut être dans l'art, dans la musique, dans la nature, c'est vraiment la beauté au sens large. Et en fait, c'est aussi une personne qui va toujours voir le bon côté des choses et qui va toujours s'émerveiller de toute cette beauté. Et donc c'est aussi ce côté optimiste qui est important chez l'hypersensible. On parle souvent aussi d'intuition, qui est accrue parce que, bah, une personne qui est hypersensible, comme elle arrive à voir tous ces petits signaux, qui au départ on se dit: «Mais en fait, personne d'autre ne les voit» et ben, comme elle a cette capacité à ressentir les choses de manière beaucoup plus intense et beaucoup plus profonde, elle a développé inconsciemment une intuition et une créativité qui est beaucoup plus présente. Et cette intuition va lui permettre justement d'agir et de faire les choses au bon moment et quand la situation est nécessaire pour ça. Donc ça, c'est vraiment une chance et vraiment un avantage pour une personne hypersensible. Euh, du fait de l'intuition, parce que j'ai envie de dire, c'est presque inhérent, cette capacité à reconnaître les problèmes, encore une fois, comme vous êtes une personne hypersensible, vous avez cette facilité à détecter les problèmes que d'autres n'auraient peut-être pas vus. Encore cette capacité à observer, à analyser, à voir tous ces petits détails. Et donc, vous allez pouvoir être conscient de l'environnement dans lequel vous êtes, des changements peut-être subtils qu'il va falloir opérer aussi. Et vous allez aussi être en capacité de repérer. Je reprends l'exemple de l'open space que j'ai donné tout à l'heure. Bah, si vous travaillez, imaginons que vous soyez manager dans un open space ou même collaborateur dans un open space, vous allez tout de suite ressentir les petits changements. À un moment donné, s'il y a un changement de comportement d'une personne, s'il y a des attitudes qui commencent à être différentes, une personne qui parle plus à une personne de la même manière, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut peut-être agir. Et donc, vous avez cette capacité d'anticiper d'une certaine manière et d'agir en amont pour régler beaucoup plus facilement des problèmes. C'est un atout, hein, donc ça veut dire bah, demain, si vous passez des entretiens, que vous cherchez un emploi ou vous cherchez à changer, eh ben, mettre en avant votre hypersensibilité n'est pas un défaut, au contraire, d'un point de vue managérial, d'un point de vue de gestion d'une équipe et d'une capacité à travailler sur des projets de manière collaborative, c'est un atout d'avoir quelqu'un qui est hypersensible parce que cette personne, en plus d'avoir de l'empathie, a cette capacité à analyser les situations et à pouvoir anticiper potentiellement les problèmes à venir et donc pouvoir proposer des solutions avant que le problème ne se réalise, ne soit véritablement là. Donc c'est vraiment un atout dans la manière de gérer une entreprise et de gérer une équipe, d'avoir une personne qui est hypersensible. Donc ne le voyez vraiment pas comme étant un défaut. Ça demande une charge émotionnelle qui est quand même importante. Mais encore une fois, si on arrive à travailler ça et si on arrive à obtenir et à s'accorder des moments pour souffler, pour se reposer, pour analyser cette situation, ces émotions, bah, du coup, tout va très bien se passer. Les défis, du coup, forcément, qu'il va falloir qu'une personne hypersensible va devoir affronter, c'est bah, la surstimulation. Pourquoi? Parce que la personne qui est hypersensible, elle va être submergée, comme on l'a vu, de stimuli sensoriels, donc les bruits, les lumières, les odeurs, tout ça. Et ça peut un peu la stresser, parce que si elle n'arrive pas à analyser que ces stimuli, ce n'est pas quelque chose qui est propre à elle, mais propre à son environnement, et qu'elle n'arrive pas à l'analyser et à faire le nécessaire pour peut-être baisser cette intensité de surstimulation, et ben effectivement, elle va ressentir beaucoup d'émotions, elle va pas comprendre d'où ils viennent. Donc son défi, c'est déjà d'arriver à comprendre ce potentiel de surstimulation. Donc ça veut dire bah, vérifier si vous travaillez dans un environnement qui est très bruyant, beaucoup de luminosité, vérifier que si vous travaillez avec des personnes qui sont tout le temps stressées ou anxieuses, bon, bah, vous allez ressentir ces émotions. Donc c'est aussi comment vous arrivez à mettre une barrière par rapport à ça. Je regarde, je vois qu'il y a des messages.
Certains hypersensibles peuvent être, TSA sans le savoir, à titre indicatif. OK, merci Victor. Oui, effectivement, des fois, on peut accumuler pas mal de choses. Hem Bah, ceux qui font la sophrologie, effectivement, la sophrologie, c'est en plus, c'est, quelque chose qui peut vraiment aider pour le coup, les personnes, qui sont hypersensibles. Et puis, bah, si vous faites partie du club, ça veut dire que, bah, vous-même, quand vous allez recevoir cette personne, vous allez ressentir les tensions, vous allez ressentir les émotions de cette personne. Et donc forcément, c'est un atout parce que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement les accompagner grâce à des séances de sophrologie mais derrière, c'est comment vous arrivez aussi à baisser la tension par rapport à ce genre de choses. Pour arriver parce que ça, c'est vraiment important. L'optimisme accompagne-t-il nécessairement l'hypersensibilité? Si la personne sait gérer son hypersensibilité, elle va le voir effectivement, sous un œil positif. Donc il y aura ce côté optimiste. Si la personne, n'a pas conscience de son hypersensibilité ou qu'elle en a conscience, mais qu'elle n'arrive pas à gérer les émotions des autres et ses propres émotions, l'optimisme n'est pas toujours là. Mais c'est quand même une personne qui généralement est assez optimiste. Mais l'importance, encore une fois, c'est d'arriver à mettre des mots dessus et à les gérer derrière. Donc c'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure sur comment on peut arriver à travailler ce genre de choses. Je lis vos commentaires. Hop, celui de Valérie, ça bouge, qui me dit d'accord avec vous, mais importance capitale d'avoir travaillé la confiance en soi. Très important, effectivement. L'hypersensible peut être en situation de manque de confiance en soi. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. L'hypersensible peut manquer de confiance en lui si le trop-plein d'émotions qu'il reçoit, il n'arrive pas à l'évacuer et à le gérer, à vivre avec. Parce que c'est une part importante de lui. C'est pas juste j'ai envie de dire dans une tenue, c'est pas juste le sac à main, c'est pas juste un accessoire. Ça fait partie de la tenue, en fait. Et donc si l'hypersensible n'a pas cette capacité, à travailler ses émotions, donc c'est encore une fois, c'est beaucoup de prendre du temps pour soi. Et c'est pas quelque chose d'égoïste de prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour justement se sentir bien et pour reposer son esprit et son corps. Tout ça est vraiment essentiel pour être en capacité de faire les choses bien avec un angle optimiste pour le coup par la suite. Donc tout ça va être effectivement très important. J'ai vu aussi une question, est-ce que c'est héréditaire? Il n'y a pas d'études qui aujourd'hui prouvent le côté héréditaire de l'hypersensibilité. Donc c'est aussi quelque chose en tout cas, j'ai pas lu d'études là-dessus. Même si certains pensent que oui, c'est souvent lié aussi à l'environnement dans lequel on a été élevé et ce qu'on a pu aussi recevoir d'une certaine manière par l'éducation de nos parents et grands-parents et autres. Donc tout ça a un impact forcément un peu sur l'hypersensibilité. Donc le vécu, l'expérience, l'environnement va jouer sur notre capacité à être hypersensible. Mais normalement, c'est pas nécessairement héréditaire, pardon. Euh, Il peut y avoir effectivement souvent malheureusement incompréhension de la famille dans le jeune âge. Effectivement, c'est pas toujours évident, comme le dit Valérie, de comprendre une personne qui est hypersensible, surtout si c'est une personne qui est jeune. On met souvent ça justement sur l'âge. Non, mais c'est un jeune, il fait son rebelle. Non, c'est juste quelqu'un qui est peut-être très, très sensible. Et donc, c'est arriver à mettre des mots dessus. Et donc, si quand ça arrive à quelqu'un, si vous avez un adolescent, un jeune qui est hypersensible, et qu'il n'arrive pas à mettre des mots dessus, c'est une personne qui peut du coup qui peut être très stressée, voire générer de l'anxiété, parce qu'elle ne se rend pas compte qu'en fait, elle a ce don, d'une certaine manière, de l'hypersensibilité. Et donc, c'est l'aider à prendre possession de cette capacité, à l'accepter pour pouvoir mieux la gérer par la suite. Et donc, mieux comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui chamboule cette personne. En plus, quand ce sont des adolescents, on est à un âge où en plus, on a les hormones qui vont jouer aussi dessus. Donc, l'ado, en neurosciences, on le dit, le cerveau, il n'est pas tellement terminé avant 23-26 ans. Donc, ça veut dire que votre ado, en plus d'avoir son corps qui se transforme, d'avoir les émotions qui sont décuplées de par la croissance, et ben en plus de vivre les émotions des autres, pour lui,
c'est un tsunami en fait, c'est pas juste un coup de vent, c'est un tsunami et c'est pour ça qu'on voit souvent chez les jeunes, quand il se passe un événement, nous on arrive, on a cette capacité d'adulte à relativiser et à prendre de la distance, mais pour les jeunes qui sont en pleine construction et qui vivent les émotions fois 1000, et ben pour un jeune qui est en plus hypersensible, il va vivre les émotions fois 10 000. Donc pour lui, c'est la fin du monde, c'est une catastrophe, et il remet tout son environnement en cause parce qu'il n'arrive pas à comprendre et à gérer toutes ces émotions. Donc la gestion des émotions dès la petite enfance, donc quand ils sont tout petits, à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est vraiment crucial et c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas euh, sur lesquels on n'est pas formé et sur lesquels on n'est pas assez attentif à l'école, au collège, au lycée ou en études supérieures. Et pourtant, elle est cruciale. Je continue à lire vos commentaires. Vous êtes très bavard dans le chat, dites-moi. Mais c'est très bien, hein, moi ça me va bien. C'est peut-être pour cela, hop, ça bouge, que j'ai du mal avec les personnes qui voient toujours le verre à moitié vide. On s'imprègne de l'environnement, donc mieux vaut être entouré de personnes positives. Alors oui, ça de manière générale. J'ai envie de dire ça, c'est pour tout le monde. C'est ultra important d'être entouré de personnes positives dans votre vie de tous les jours, qu'on soit hypersensible ou pas hypersensible. Parce que, alors moi, je crois beaucoup aussi à cette théorie de le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Si vous êtes entouré de personnes négatives, et ben forcément, à un moment donné, elles vont alimenter des pensées négatives dans votre cerveau et vous allez vivre du coup ces pensées négatives. Tandis que si vous êtes entouré de personnes positives, elles vont vous tirer vers le haut, vous allez les tirer vers le haut, donc tout le monde va être tiré vers le haut, et donc ce sera beaucoup plus positif et beaucoup plus facile à vivre au quotidien. Et on le voit, hein, généralement, quand on a des personnes qui sont ronchons, qui sont toujours en train de râler, à un moment donné, on s'éloigne un peu d'elles parce que on peut plus rien faire pour elles et que on en a marre d'essayer de les tirer vers nous. Donc oui. Est-ce vraiment un don dans le monde d'aujourd'hui? Non, mais il y a pas trop de réflexion, il y a pas de souci. Moi, je le vois comme un don. Enfin, moi, je suis très optimiste dans la vie, donc je le vois comme un don parce que je me dis que c'est justement aujourd'hui où on est, à une époque où le management est mis à mal, par beaucoup de personnes, dans notre société. On se rend compte qu'en fait, un manager qui serait hypersensible, c'est un avantage parce que c'est un manager qui va être en capacité de nous comprendre, qui va être en capacité de nous accompagner pour encore nous permettre de nous dépasser et d'être encore mieux dans l'entreprise et dans le rôle que l'on nous assigne. Donc pour moi, c'est un atout et c'est vraiment un don de se dire, voilà, j'ai le bon manager en face. D'avoir un manager qui n'est pas du tout empathique, qui ne s'intéresse pas aux autres, du coup, c'est antinomique avec le titre de manager. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de personnes reprochent à leur manager, c'est d'être trop éloigné du terrain, du besoin et des émotions. Mais en même temps, c'est aussi lié à la société qui évolue, là où à une époque, on ne voulait pas au management. C'était, on est là pour manager par rapport à des projets, on n'est pas là pour manager les émotions des équipes. Et puis, la gestion des émotions, le bien-être, c'est venu de plus en plus dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité. Et donc, ça veut dire que on est aussi sur un pan où il va falloir former, accompagner et comprendre ce changement de paradigme qui fait qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, la gestion des émotions, la gestion du bien-être a sa place, là où à une époque, ça ne l'avait pas. On devait laisser nos émotions et ce qui nous arrivait à titre perso sur le pas de la porte avant de rentrer dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tout se mélange. Mais comme tout se mélange, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Vous pouvez avoir une personne qui n'arrive pas à gérer ses propres émotions et donc qui, du coup, va avoir du mal à gérer les émotions de ses équipes. C'est pas que c'est un mauvais manager, c'est juste que lui-même, déjà, est en difficulté avec ses propres émotions. Qui aurait peut-être besoin d'avoir une épaule, un coach. Il y a de plus en plus de coachs en interne dans les entreprises pour justement accompagner cette personne, parce que tout le monde a besoin d'être accompagné, que ce soit un manager ou un collaborateur. Déjà d'accompagner le manager à dire, en fait, peut-être que tu as du mal avec tes équipes parce que toi-même, tu as du mal avec tes émotions. Donc, si on t'aide à travailler tes émotions, tu verras que travailler avec tes équipes, ce sera beaucoup plus facile. Mais tout ça, ça demande aussi une démarche et une ouverture d'esprit autour du développement personnel et donc de la gestion d'émotions qui n'est pas encore ancrée dans l'entreprise partout, mais qui ferait du bien. L'hypersensibilité ne s'associe-t-elle pas à de la gentillesse? Si,
et donc les gens en profitent. Alors, gentillesse ne veut pas dire qu'on va se laisser faire, et on va le voir juste après, mais c'est marrant parce que du coup, vous enchaînez sur des sujets que je vais aborder, sur l'importance d'apprendre à dire non. C'est-à-dire que justement, l'hypersensible, dès lors qu'il a conscience de toute sa richesse, il doit arriver à mettre certains mécanismes en face, dont le fait d'apprendre à dire non. Parce que l'hypersensible, comme il a envie que tout se passe bien, qu'il ressent les émotions des autres, il a envie d'aider tout le monde. Sauf que l'hypersensible ne peut pas sauver la terre entière, ce n'est pas possible. Et que l'hypersensible, s'il veut prendre soin des autres, en priorité, c'est qu'il doit prendre soin de lui. Parce que si l'hypersensible ne prend pas soin de lui, il ne pourra pas aider les autres comme il souhaiterait les aider. Et donc, l'hypersensible doit être en capacité de dire non de manière positive, et de manière à faire comprendre à la personne que là, à l'instant T, je ne peux pas l'aider, mais que peut-être dans telles conditions, je peux aider, ou que peut-être il peut y avoir telle et telle solution qui peut être autrement qu'avec la personne hypersensible. Donc, c'est tout un mécanisme et tout plein de stratégies à mettre en place pour se protéger et pour être quand même en capacité d'aider un petit peu les autres. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, j'étais ici. Émotion intense, je vous l'ai dit ou pas, je ne sais plus. Vous ressentez les émotions de manière intense, donc vous ressentez les émotions de tout le monde. Tendance à vous inquiéter, bah forcément parce que comme vous avez cette capacité à analyser, à voir les choses, bah, vous êtes conscient, vous avez cette intuition un petit peu, vous êtes conscient un peu des dangers, des risques qu'une situation peut provoquer. Et donc vous allez vous inquiéter aussi de l'avenir, de situations qui peuvent être potentiellement stressantes parce que vous avez cette capacité à prévenir un peu l'avenir. Vous n'êtes pas des médiums, mais comme vous avez cette facilité à ressentir les choses, vous êtes capable d'anticiper. Et donc, vous savez quand il va y avoir des problèmes. Et si vous dites bah, que vous n'avez pas les outils, vous, pour anticiper et pour régler ces problèmes, ça va vous inquiéter, ça va vous stresser. Et donc, effectivement, la personne, si elle n'arrive pas à gérer ce stress qui s'accapare un peu dans son quotidien, elle va être submergée, donc elle ne pourra pas non plus être au max de sa forme. Et puis la peur de la critique, en lien avec le fait de ce côté trop gentil qu'on peut reprocher peut-être à un hypersensible. Comme la personne est sensible à la critique, au fait de ne pas être appréciée par les autres, et ben ça va la rendre forcément très réactive aux commentaires négatifs. Et pour ne pas avoir de commentaires négatifs, elle va vouloir être encore plus gentille et être encore plus serviable. Et ça va devenir le corvéable à merci. Si la personne n'arrive pas à gérer, donc d'où c'est pour ça que c'est un défi, hein, si on n'arrive pas à gérer ça, on ne pourra pas être au max de son potentiel par rapport à l'ensemble de ses qualités. Comment on peut vivre au quotidien ce côté hypersensible? Je vois qu'il y a encore des messages. Est-ce que l'hypersensibilité est reconnue officiellement d'un point de vue médical et est-ce recevable pour un RQTH? Non. Il n'y a pas encore de reconnaissance officielle là-dessus. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour moi, c'est plus c'est un atout, donc je ne le vois pas comme un problème médical. Pour moi, il n'y a pas de problème médical à être hypersensible, en fait. Mais mais pourquoi pas? Peut-être qu'un jour ça pourrait. J'avoue que là, j'avais pas réfléchi jusque-là sur le sujet, du point de vue médical, j'avoue. Je vais essayer de réfléchir à ça. Je vais me pencher sur le sujet, sur l'impact effectivement, d'un point de vue médical. Mais peut-être que, dans ces cas-là, c'est pas que hypersensible. Peut-être qu'il y a d'autres choses derrière pour qu'il y ait une reconnaissance d'un point de vue médical. Mais l'hypersensibilité en tant que telle, non, malheureusement, non. Mais encore une fois, il faut le voir comme un atout. Donc les techniques un petit peu pour vivre avec son hypersensibilité, ça c'est ce qu'on va voir, un peu les techniques pour réguler un peu ses émotions et les habitudes qu'on peut prendre au quotidien pour que les choses se passent bien ou que les choses se passent mieux en tout cas. Parce que forcément c'est jamais évident. On le sait, vous ressentez plein d'émotions, beaucoup plus que la moyenne, hein, ça c'est sûr. C'est pas forcément toujours facile à gérer et donc l'idée c'est de se dire: «Bah tiens, qu'est-ce que je peux faire?» Donc déjà, la première chose, même si ça paraît une évidence en le disant, bah, c'est prendre conscience déjà de ses premières émotions. Parce que la première étape, c'est de se dire: «OK, je vais identifier et je vais mettre des mots dessus sur les émotions que je ressens». Et en fait, plus je vais mettre des mots dessus, mieux je vais les comprendre et mieux je vais les gérer derrière.
Pour mettre des mots dessus, vous pouvez très bien avoir un petit bullet journal, un petit carnet sur lequel vous écrivez. Alors ça peut être une fois par jour ou 2 fois par jour, mais le fait de les écrire, ça va vous permettre de les visualiser et ça va vous permettre de prendre le temps de les assimiler aussi. Donc c'est aussi important de les écrire, peut-être de les dire à haute voix, peut-être que aussi le fait que le cerveau les entende, ça peut aussi vous aider, d'arriver à dire: «Bah, voilà, là, dans cette situation, voilà comment je me suis sentie. J'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de la peur, j'ai ressenti de la tristesse, j'ai ressenti un mélange de tout ça» et je vais au moins mettre des mots dessus. Ensuite, je vais me dire: «Bah, qu'est-ce que je peux sur comment je peux agir? OK, je me suis sentie, je sais pas, je me suis sentie en colère dans cette situation. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est les mots qu'elle a utilisés? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel j'étais, qui fait que j'étais pas bien et j'ai ressenti cette colère?» C'est aussi important d'arriver à analyser l'origine, la source de cette colère. Et puis, bah, une fois qu'on a, analysé ça, on va se dire: «Bah, OK, bah, du coup, si, je sais que dans telle situation, ça me met en colère ou si, quand je vois telle personne, ça me met en colère», bah, on va essayer d'éviter justement d'être, face à ce genre de situation. Donc on va essayer de limiter les interactions avec la personne qui nous met en colère. On va essayer si on est, je sais pas moi, si on est sensible au bruit et bah, peut-être qu'on va apporter des bouchons d'oreilles, pour atténuer le bruit, dans l'espace dans lequel on est. Ou peut-être on voit beaucoup dans les open space les gens qui sont avec des casques pour se mettre un peu de musique ou pour limiter le bruit. Et ben peut-être qu'on va se mettre une petite musique pour atténuer justement les bruits forts autour. Alors ça peut être des bruits blancs, ça peut être des petites musiques, des bruits d'eau pour vous apaiser et canaliser toutes les émotions que vous ressentez. Comme ça, vous savez que dans cette situation, vous avez un petit truc qui va vous permettre de vous apaiser et d'être beaucoup moins stressé. Ça va être des petites choses que l'on peut faire assez facilement. Mais ce qui est important, c'est de se dire, bah, plutôt que de dire: «Je déteste mes collègues, je déteste l'open space, je déteste ma boîte, c'est tous des salauds, je me barre». Non, on va d'abord analyser la situation, c'est à quel moment je ne suis pas bien. OK, c'est l'open space qui m'oppresse, donc puisque je n'ai pas le choix d'être en open space, bah, sur quoi je peux agir? Il y a forcément des éléments sur lesquels je peux agir et donc c'est, une fois que je le sais, que je peux justement, travailler là-dessus. Prendre soin de vous, ça c'est important. Bah, c'est de prendre du temps aussi pour vous ressourcer, pour vous reposer. Je sais, c'est le plus dur. Donc c'est, avoir du temps pour se détendre. C'est trouver une ou des activités qui vous plaisent, qui vous permettent de vous apaiser. Alors ça peut être, je sais pas moi, quand vous rentrez le soir chez vous, si vous devez prendre le métro et bah, c'est, est-ce qu'il y a une musique qui vous apaise, qui vous détend? Est-ce qu'il y a un podcast autour de, peut-être, du développement personnel, autour de la respiration, autour de, ce que vous voulez, qui justement vous permet de vous apaiser? Est-ce que c'est le fait que, je sais pas moi, 1 fois par semaine, quand vous êtes en week-end, vous avez envie de prendre un bon bain bien chaud, de lire un bouquin avec une petite lumière tamisée et ça, vous savez que c'est un petit moment qui est pour vous? Le fait d'aller faire du yoga, d'aller faire de la marche, d'aller faire les brocantes, que sais-je, il y a peut-être un élément, moi je sais par exemple j'adore, passer la tondeuse dans mon jardin. Dès que je passe la tondeuse, mon cerveau se vide totalement. Et ben, voilà, c'est, ce côté-là qui, dès que je vais pas bien, je vais tondre. Bon bah voilà, ça me permet d'aller mieux. Donc ça, c'est vraiment des petits éléments qui vont vous permettre de, de vous dire: «Bah, ça, je sais que c'est, face à telle situation, ça va m'apaiser, ça va me permettre d'aller mieux». Encore une fois, à vous de trouver, cet élément qui vous permet de prendre soin de vous. Ça veut dire aussi de vous accorder du temps. Vous accorder du temps, c'est, accepter que vous ne pouvez pas être parfait dans tout ce que vous allez faire. C'est accepter que, tout soit pas parfait peut-être chez vous, à la maison. Donc c'est accepter qu'il y ait, je sais pas moi, qu'il y ait des chaussettes qui traînent. C'est accepter que, votre dernier, fils ou votre dernière fille ait pas rangé sa chambre ou ait pas c'est accepter des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir pour pouvoir vous prémunir et vous accorder du temps. Donc, même si vous êtes parent et que vous dites: «Bah, tiens, là, pendant 1 heure, le week-end, c'est du temps pour moi, je m'en vais» ou «Je vais me promener et tant pis pour la famille, pour le ménage, pour les lessives», c'est pas grave, ils sont grands, ils sont capables de le faire et bah, ce temps-là, il est précieux. Donc c'est pas du temps où vous allez culpabiliser, c'est du temps où vous allez vous ressourcer. Encore une fois, si vous ne vous ressourcez pas, vous allez vous épuiser et une fois que vous serez totalement épuisé, que vous arriverez à votre jauge, du 0 ou à du -10, ce sera trop tard.
et là, il y aura personne pour vous relever. Donc, c'est vraiment important que vous preniez du temps pour vous, pour être en capacité d'aussi d'être au mieux pour les autres. Et puis, bah, pour vous aussi. Et puis, bah, forcément, on va apprendre à dire non. Parce que, bah, n'oubliez pas, comme on n'aime pas les conflits, qu'on veut absolument aider la terre entière, et ben, même si c'est bah, potentiellement se mettre un peu quand même en danger émotionnellement, bah, le fait d'apprendre à dire non, c'est aussi être capable de gérer une situation qui va à l'encontre aussi de vos besoins et de ce qui vous fait du bien. Donc, c'est bah, une personne qui vous demande de l'aider sur un dossier. Vous savez que vous êtes déjà submergé, que vous n'aurez pas le temps. Et au lieu de dire oui, au risque de vous mettre vous en défaut, bah, c'est de se dire bah, ce serait avec grand plaisir. Là, tout de suite, je ne peux pas t'aider, mais par contre, quand j'ai fini mes dossiers, peut-être dans 2 jours, dans 3 jours, je peux envisager de te filer un coup de main ou d'analyser la situation avec toi. Ou peut-être que je ne suis pas la mieux placée actuellement pour t'aider parce que j'ai tel et tel projet sur lequel j'ai aussi beaucoup de travail. Peut-être que truc muche de tel service peut t'aider. Ou peut-être qu'avec le reste de l'équipe, on peut trouver un moyen de t'aider. Ou peut-être qu'on peut analyser la situation avec toi pour voir sur quoi tu as des difficultés, mais là, tout de suite, moi, je ne peux pas. Donc, en fait, ce n'est pas un non ferme, c'est juste un non là, tout de suite, dans l'immédiat, je ne peux pas. Mais par contre, je serais ravie de t'aider par la suite si j'ai du temps et si c'est toujours OK pour toi. Ça aussi, c'est important. C'est toujours très dur de dire non au début. Mais après, donc, il faut s'entraîner. Moi, souvent, je dis aux gens, c'est entraînez-vous déjà avec, quand vous êtes dans un magasin et qu'une personne veut vous proposer une super promotion. Non, mais là, vous m'avez pris 2 trucs, mais si vous m'en prenez un troisième, vous avez le quatrième gratuit. Non, mais en fait, j'en ai juste besoin de 2. Donc, je vais apprendre à dire non pour pas me laisser tenter pour en prendre plus que ce dont j'ai besoin. Ça peut être avec, quand vous êtes à la boulangerie, on vous propose une promo, vous n'avez pas besoin de plus. Apprenez à dire non. Et en fait, commencez à dire non sur des petites choses comme ça qui n'ont pas beaucoup d'importance. Et quand vous allez vous habituer et être de plus en plus à l'aise, parce que du coup, il faut aussi gérer vos émotions quand vous allez dire non, et ben vous allez pouvoir dire non sur des choses qui sont de plus en plus importantes. C'est pas quelque chose que vous allez transformer du jour au lendemain, genre aujourd'hui je disais oui à tout et à partir de demain c'est terminé, je dis non à tout. Non, il faut y aller crescendo. Hein. On est vraiment sur les petits pas. Hein. Moi, je suis beaucoup sur la méthode des petits pas. C'est petit pas après petit pas qu'on va y arriver et qu'on peut progresser. Si on cherche à aller trop vite, ça ira pas malheureusement. Et puis, bah, il peut y avoir des petites techniques comme la méditation ou la pleine conscience, qui sont aussi des techniques de relaxation qui peuvent vraiment vous aider. Moi, typiquement, mon mari, il va faire de la méditation de pleine conscience tous les matins. Il prend son petit quart d'heure pour faire sa petite méditation. Et ben, ça lui permet vraiment de se recentrer sur l'instant présent, de se libérer des pensées négatives. Et il est beaucoup plus zen. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la méditation de pleine conscience qu'il fait, mais avant, quand il prenait l'avion, il avait peur au décollage, il avait les mains moites, il me tenait, et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Il est plus du tout en stress quand il prend l'avion. Donc, il y a la méditation de pleine conscience ou d'autres choses que vous pouvez pratiquer. Ben, ça permet aussi de relativiser, de se décharger de toutes les émotions fortes que l'on peut avoir et de se relaxer. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de positif. Donc, ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses, ça peut être simplement de prendre un bain de soleil, ça peut faire du bien. Et on en a tous besoin de prendre un bain de soleil. Donc il y a plein de techniques comme ça qui peuvent vous aider vraiment sur un peu la régulation émotionnelle, parce que comme encore une fois vous ressentez beaucoup d'émotions, et ben il faut arriver à réguler tout ça. Donc on a la respiration profonde c'est une technique qui est assez simple et qui est efficace pour vraiment réguler très vite les émotions. Donc c'est juste prendre quelques minutes pour se concentrer sur sa respiration et on va inhaler profondément par le nez et on va expirer lentement par la bouche. Il y a une technique que moi j'utilise de temps en temps, c'est le fait de quand j'inspire et puis je coupe ma respiration, je la retiens pendant 2 secondes. J'expire et je coupe encore ma respiration pendant 2 secondes avant d'inspirer à nouveau. Je crois que on parle de carré dans ces cas-là, de la respiration au carré, je crois, qui permet effectivement de dire j'inspire 2 secondes, je retiens ma respiration 2 secondes, j'expire 2 secondes et je retiens ma respiration encore 2 secondes avant d'inspirer. Et ce côté au carré, a priori, et c'est vrai, permet de réguler les émotions et de se calmer, de s'apaiser beaucoup plus rapidement. Alors,
C'est aussi le fait que, bah, comme le cerveau se concentre sur autre chose, on ne pense plus à ce qui peut-être nous stressait, parce que le cerveau est à fond sur ce qu'on est en train de faire là, à l'instant T, donc l'instant présent. Ah bah, voilà, comme le dit Valérie, se concentrer sur l'initiative et l'instant présent, et le maintenant, c'est super important. Donc ça, effectivement, ce sont des éléments qui sont essentiels. Vous avez la méditation, comme on l'a dit, hein, qui vous permet vraiment de vous calmer, de calmer l'esprit aussi. Vous avez l'autocompassion, qui est très importante aussi, à mon sens. C'est-à-dire que c'est déjà vous traiter vous-même avec bienveillance, c'est avoir de la compréhension aussi envers vous, et c'est se dire que, parce que quand on est hypersensible, on peut être aussi très critique envers soi-même, alors qu'on n'aime pas recevoir les critiques de la part des autres, mais on peut l'être beaucoup envers soi-même. Et donc l'autocompassion, pardon, c'est aussi l'idée d'éviter de s'enfoncer dans des pensées négatives. L'autocompassion, c'est reconnaître qu'on ne peut pas être parfait partout, mais c'est aussi mettre l'accent sur toutes les choses qu'on fait et qu'on fait déjà très bien. C'est aussi important de voir ce verre déjà à moitié rempli et se dire, bah voilà, j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc bah, c'est déjà une bonne journée, j'ai déjà fait des choses positives, j'ai déjà pu réaliser telle chose. Alors oui, il reste des choses à faire, et ben je les ferai. Donc c'est aussi, avec l'autocompassion, on a aussi pas mal de lâcher prise qui va avec et qui permet vraiment de mieux gérer la situation. La visualisation positive, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est on va imaginer, une situation, un scénario, mais uniquement de manière positive et comme ça, on se concentre uniquement sur les aspects agréables de la situation. Ça peut réduire le stress avant un événement. Par exemple, imaginons une personne qui doit, animer une réunion pour la première fois, elle est pas du tout à l'aise, elle est en stress total. Eh bien, très souvent, je les invite à faire de la visualisation positive. C'est-à-dire que je leur dis: «Fermez les yeux et imaginez que vous allez, bah, vous préparez votre réunion, tout se passe bien, vous avez votre plan, vous avez vos arguments, vous avez vos slides qui sont prêtes, vous avez réservé la salle, vous avez envoyé les convocations, tout le monde a répondu qu'ils étaient présents. Le jour J, vous arrivez un petit peu en avance, vous préparez la salle, tout est nickel, vous avez vos marqueurs, vous avez vos documents, vous avez branché l'ordinateur, le branchement se passe très bien, il n'y a pas de problème informatique, la lumière est parfaite, elle est ni trop forte ni trop faible, les personnes arrivent tous à l'heure, ils ont tous le sourire, tout le monde a son petit verre d'eau ou son petit café, vous allez pouvoir démarrer la réunion, regardez, la réunion se passe très bien. Et en fait, vous imaginez, vous êtes déjà en train de, de visualiser la réunion dans votre tête et en fait, tout se passe très bien. Les gens vous posent des questions, vous savez y répondre. Et jusqu'à la fin, vous recevez même des remerciements. Le compte rendu que vous envoyez, il est nickel. Votre dossier, il est validé. On imagine toute la situation parfaite. Et en fait, ce qui est important dans la visualisation positive, c'est le fait que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et donc, comme vous êtes en train d'imaginer que la réunion va bien se passer, pour votre cerveau, la réunion se passe bien. Et donc, en fait, vous êtes en train d'apaiser inconsciemment votre cerveau qui, du coup, n'est plus du tout stressé. Parce que ce que vous avez imaginé pour lui, c'est du réel. Et donc, pour lui, il n'y a pas de raison de stresser. Et quand vous allez revivre cette situation dans la vraie vie, votre cerveau va vous envoyer des ondes entre guillemets positives en disant ben regarde, quand tu as fait ta visualisation, j'ai déjà vécu la scène et tout s'est très bien passé, il n'y a pas de raison que cette scène-ci se passe mal. Et donc en fait, vous allez entraîner votre cerveau à vous envoyer uniquement du positif et de l'optimisme parce que vous lui avez au départ fait de la visualisation positive. Et donc lui est persuadé que tout ce que vous allez vivre est aussi positif. C'est un entraînement, hein, ça arrive pas non plus encore du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Euh, Valérie qui me dit que je décris la démarche de la sophrologie. Ben, c'est quelque chose que je ne connais pas, la sophrologie, pour le coup. Mais bah, super de savoir que c'est exactement ça. Comme quoi, j'en apprends. Et oui, pour ceux qui ont dû partir, vous inquiétez pas, l'enregistrement, vous aurez tout sur le replay. On a également l'expression créative.
Donc l'art, la musique, l'écriture, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à gérer vos émotions, et ça peut aussi vous aider à réduire le stress. On a, tous les mandalas, vous savez, qu'on peut dessiner, colorier, les petits journaux, personnels, sur lesquels on peut écrire. C'est des choses que vous pouvez utiliser, et qui vous permettent justement d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein et justement d'exprimer vos émotions à travers l'art. Encore une fois, c'est des techniques pour apprendre à réguler vos émotions. C'est des choses que vous devez faire régulièrement. C'est pas quelque chose que vous faites une fois tous les 6 mois, c'est vraiment un rituel que vous mettez en place pour, vous aider à évacuer, à gérer, à accepter les émotions que vous traversez et pour pouvoir mieux en fait, vous accompagner vos émotions, au quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être un plus. Donc les habitudes de vie qui peuvent aider à mieux vivre avec son hypersensibilité, bah, chose que je fais très mal, prendre soin de son sommeil. Mais c'est vrai que c'est important, d'arriver à bien dormir. Donc, il y a encore quelque temps, je faisais une formation sur les neurosciences et qui il disait, voilà, respecter son rythme de sommeil, le fait de dormir beaucoup, en tout cas suffisamment est important et qu'on a besoin, mine de rien, de 8 heures de sommeil. Donc si on dort 4 heures, 5 heures, 6 heures, ce n'est clairement pas assez. Et si on a des coups de pompe dans l'après-midi, c'est des choses qu'il faut aussi accepter. Parce que a priori, notre cerveau n'est pas fait pour avoir qu'une seule coupure dans la journée, même si c'est une coupure qui est longue de 8 heures. Notre cerveau est aussi fait pour avoir aussi des micro-coupures dans la journée. Donc les micro-siestes, les siestes au travail, je suis pour. On devrait tous avoir des salles de sieste. Parce que effectivement, c'est quelque chose qui va être important. Donc c'est des micro-siestes de 15-20 minutes grand max, et qui vont vous permettre de régénérer votre corps et votre esprit et aussi du coup de vous soulager de plusieurs tensions et de mieux gérer aussi vos émotions. Donc le sommeil pendant la nuit, c'est-à-dire que dès que vous commencez à bâiller, c'est l'heure qu'il faut aller se coucher tout de suite. La série Netflix attendra pour la suite. Et puis les micro-siestes, même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes. Et les personnes qui sont dans l'armée sont habituées à faire des micro-siestes de 5 à 10 minutes quand elles sont envoyées quand elles sont en guerre ou autre. Elles s'entraînent justement et elles sont vraiment en capacité à s'endormir pendant 10-15 minutes de manière intense. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. L'activité physique. En théorie, on devrait tous faire au moins 1 heure et demie de sport tous les 2 à 3 jours, tous les 2 jours idéalement. Pourquoi? Ça va permettre de réduire le stress, ça permet de libérer les endorphines, et donc ça, c'est les hormones qui vous procurent toute cette sensation de bien-être, et donc elles sont vraiment importantes. Ça paraît évident, hein, quand je le dis, c'est comme le fait de vous dire, faut manger de la manière le plus saine possible, une alimentation équilibrée, c'est aussi ce qui va permettre de réguler votre stress. Donc quand vous prenez des aliments qui sont riches en nutriments et qu'on limite tous les aliments qui sont transformés ou tous les aliments qui sont riches en sucre, forcément, ça va agir sur votre santé physique, ça va agir sur votre sommeil, ça va agir sur votre bien-être. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont essentiels. Et si vous arrivez en plus de ça à pratiquer un peu de méditation ou un peu de yoga, ce sont des éléments qui sont évidentes. Et puis les limites claires, le fait d'apprendre à dire non, d'arriver à vous respecter vous, à respecter votre cycle aussi à vous, et de pouvoir arriver à communiquer notamment avec on parle beaucoup de communication non violente, d'arriver à communiquer de la sorte avec les autres, c'est une manière aussi de vous préserver émotionnellement, et de pouvoir être le mieux du. Et puis prendre soin de vous, c'est un peu, j'ai envie de dire, l'ensemble de tout ça, hein, qui vous permettent de vraiment prendre soin de tout ça. Marie qui me dit que la difficulté avec la visualisation positive, c'est l'hypothèse où, in fine, tout ne se passerait pas bien. La claque est d'autant plus forte qu'on ne s'y est pas préparé. Oui, alors là, c'est pourquoi ça se passerait mal. Mais oui, effectivement, si dans la visualisation, vous avez imaginé tout ce qui se passait bien, on peut envisager une visualisation où il y a des petits couacs. Et l'idée, c'est de se dire, OK, mais comment je peux réagir si ça se passe mal? Quelles sont les choses sur lesquelles je peux agir?
Est-ce que, imaginons que quelque chose se passe pas bien, je sais pas, il y a un problème informatique, vous n'arrivez pas à brancher votre ordinateur avant l'événement. OK, est-ce que c'est vraiment de votre fait? Est-ce qu'il n'y a pas une personne dans la salle qui peut vous aider? Est-ce qu'il n'y a pas une personne en externe, un service dédié qui peut vous aider? Et donc, c'est se dire, mais il y a forcément une solution s'il y a un problème. Plutôt que de générer un masse de stress, aïe, aïe, ça y est, il y a quelque chose qui se passe mal. J'étais sûre que ça allait mal se passer parce que vous n'avez pas fait de visualisation positive avant. Et donc, vous êtes mis dans un état de stress qui est déjà énorme. Et comme vous avez envisagé le pire et qu'il y a un élément qui se déclenche, vous allez dire que tout le reste va se déclencher aussi. N'oubliez pas cette fameuse théorie, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si vous imaginez que des choses terribles vont se passer et qu'il y a un début de quelque chose qui se passe, vous allez inconsciemment attirer le reste pour que tout le reste se passe mal. Parce que comme vous allez être stressé parce que votre ordinateur ne s'est pas bien branché et que vous n'avez pas été en capacité de demander de l'aide et que les autres vous ont vu vous angoisser, vous stresser, vous mettre à transpirer, que du coup vous n'étiez pas à l'aise, vous avez commencé à bégayer le démarrage de votre présentation, vous avez oublié de partager les documents et que les gens ont ressenti votre stress, bah, forcément, le stress et la nervosité que vous avez va se transmettre aux autres qui eux-mêmes vont commencer à être stressés et nerveux et énervés en vous écoutant, qui vont vous retransmettre cette émotion. Vous allez ressentir qu'ils sont stressés et énervés. Ça va vous angoisser encore plus. Et en fait, il y a un effet de ping-pong. Et l'idée, c'est de se dire, OK, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Et si quelque chose se passe mal, là, c'est le côté de lâcher prise, c'est est-ce qu'il y a une personne qui peut m'aider? Est-ce que c'est dramatique si j'en parle? Est-ce que c'est dramatique si au démarrage, je dis: «Ah bah écoutez là, j'ai un problème avec l'ordinateur, ça veut pas se brancher». Je sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Est-ce que, quelqu'un s'y connaît un peu plus que moi? Est-ce que, Marie, Mathieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider? Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un, pour, du service technique pour venir? En attendant, je vais commencer à vous faire la présentation. Vous avez les supports et hop, on enchaîne sur autre chose. Comme ça, on évite de stresser parce qu'il y a un élément qui s'est mal passé ou quelqu'un qui vous a posé une question, vous l'aviez pas préparée. Bah, dans ces cas-là, c'est bah, merci pour cette question. Effectivement, j'avais pas envisagé ça sous cet angle-là. Euh, j'ai pas la réponse là tout de suite. Ce qui serait bien, c'est que je vais prendre note de votre question et je reviens vers vous après la réunion avec les bonnes réponses. Je ne stresse pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. J'arrive à rebondir et à rester positive en disant bah, ok, j'ai pas la réponse tout de suite, j'ai pas la solution tout de suite, mais je peux certainement l'avoir après. Ce qui compte, c'est que en fait, je fasse ma présentation, que tout le monde la comprenne. Et donc, s'il y a des éléments perturbateurs, et ben c'est pas grave, je dois faire face avec, mais c'était pas grave parce que la réunion va quand même bien se passer. En fait, c'est la sensation émotionnelle que l'on ressent qui va générer tout le reste. C'est pas évident, hein, mais encore une fois, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui fait que face à une situation qui peut être stressante, c'est tout de suite être en capacité de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux agir pour que cette situation ne me stresse plus ou ne stresse pas les autres? Et c'est être en capacité de repérer tous ces éléments sur lesquels on peut agir. Et s'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, vous aviez réservé la salle. La salle, en fait, il y a eu une double réservation, un surcharge, un booking un peu en trop sur la salle de réunion. Et donc l'autre personne qui a réservé la salle ne veut pas la libérer, et ben ça veut dire que vous ne pouvez pas faire votre réunion. Donc soit vous déplacez votre réunion, vous lui trouvez une autre salle, soit vous déplacez, vous expliquez aux gens qu'il y a eu un problème informatique, qu'il y a eu une double réservation et que vous n'avez plus la salle. Donc soit quelqu'un est prêt à vous accueillir ailleurs, peut-être que quelqu'un dans l'équipe a la solution, soit vous proposez une autre date. C'est un élément qui est indépendant de vous. Vous aviez maîtrisé tous les éléments et puis il y a eu un élément perturbateur, mais ce n'est pas de votre fait. Donc il ne faut pas culpabiliser. Parce que souvent, ce qui va générer le stress aussi quand quelque chose se passe mal, c'est le manque d'autocompassion et donc le fait de culpabiliser et de s'en vouloir, de oh là là, j'en étais sûre, j'ai pas prévu. Alors qu'en fait, pas du tout. Encore une fois, c'est de l'exercice. Il faut beaucoup s'entraîner. Dans la troisième partie, je vois que je suis un peu à la bourre, tout va bien. C'est aussi la relation avec l'hypersensibilité, comment ça peut affecter les autres d'un point de vue personnel et professionnel et comment on peut arriver à poser aussi des limites et à mieux communiquer les uns avec les autres.
Ah, j'entendais un petit doublon, tout va bien. Donc comment l'hypersensibilité peut affecter les relations? Donc on l'a vu, quand on est hypersensible, on a tendance à ressentir les émotions, de manière beaucoup plus, intense. Et donc effectivement, ça peut avoir un impact, avec, avec l'environnement dans lequel on interagit. Dans les relations personnelles, ça peut avoir un impact sur la difficulté à communiquer. C'est-à-dire qu'on a du mal, à exprimer le besoin, on a du mal à exprimer nos émotions, et donc ça peut être quelque chose de difficile effectivement pour une personne d'arriver à dire: «Bah, voilà l'émotion que je ressens». Il faut aussi que l'autre soit en capacité d'accueillir votre émotion et ce que vous êtes en train de lui expliquer, et c'est pas toujours évident. Les personnes qui sont hypersensibles peuvent aussi avoir des difficultés justement à établir des limites, à dire non, parce que comme elles ont tendance à être très empathiques et à prendre en compte les besoins des autres avant leurs besoins, elles ont du mal à poser ces limites et à dire: «Bah non, là je peux pas t'aider. Non, là j'ai pas le temps, mais si tu veux, on peut voir ça tout à l'heure ou juste après». Et donc dans ce contexte professionnel, ça peut poser des défis parce que la personne qui est hypersensible, elle peut être facilement surchargée de travail, elle peut être très stressée, ça peut être encore une fois, l'environnement aussi qui peut la stresser, hein, les bruits, ce genre de choses. Et elle peut avoir du mal à se positionner d'une certaine manière, à prendre des décisions, à gérer une situation qui va être stressante, à gérer peut-être un conflit, parce qu'elle a ce côté très, émotionnel et qui ressurgit, et comme elle n'arrive pas à dire les choses, moi je fais toujours ce quand il faut dire les choses, c'est un peu comme si je devais le vomir les émotions, mais elle n'arrive pas à exprimer ses émotions, et du coup les autres n'arrivent pas à comprendre qu'elle est en surcharge émotionnelle. Ah, j'entendais un petit attention au micro, n'hésitez pas à couper vos micros pour pas qu'il y ait de doublons. Et donc comme la personne n'arrive pas à exprimer ses émotions, et bien effectivement, elle est en difficulté à se faire comprendre des autres. Et comme les autres ne comprennent pas son hypersensibilité ou ne sont peut-être pas au courant de son hypersensibilité, ont juste l'impression d'être face à un mur d'une personne qui ne comprend pas, qui ne dit rien, et qui se ferme dès qu'on veut lui parler. Non, c'est juste que c'est une personne hypersensible et qu'au contraire, c'est juste qu'il faut l'accompagner pour arriver à mieux à la rassurer, pour pouvoir qu'elle puisse dire les choses. Et donc ça, c'est vraiment important. Et pour arriver à surmonter tout ça, ça va être aussi important que la personne puisse développer des compétences en communication, en gestion du stress, travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Ah, est-ce que tu peux juste, je crois que j'ai le facteur à la porte. J'ai le facteur à la porte. Excusez-moi, j'ai le facteur qui arrive. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment des stratégies qu'il faut arriver à mettre en place. Donc encore une fois, la méditation, la pleine conscience, des exercices, la gestion du temps, arriver à ne pas. Quand je parle de gestion du temps, je pense notamment aux to-do list qu'on se fait souvent et que quand on s'organise, on se met plein de choses. Tout ça, ça peut générer du stress. Et pour une personne qui est hypersensible et très émotive, ça peut faire tout de suite peur d'avoir tout ça à réaliser. Et donc, c'est vraiment important de se dire, de pas s'en vouloir et d'être rationnel le plus possible. Encore une fois, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que dans les to-do, des fois, je dis, c'est 3 choses max le matin, 3 choses max l'après-midi, et ne pas s'en vouloir si on n'arrive pas à les faire. On peut certainement les postposer à un autre jour. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut arriver à mettre en place et arriver à comprendre que le lâcher prise, l'organisation du temps, du travail, c'est des choses qu'il faut arriver à s'accaparer pour pouvoir mieux gérer son hypersensibilité dans les relations tant personnelles que professionnelles. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont évidentes. Et encore une fois, je sais qu'ils ne sont pas faciles à mettre en place. Quel est le pourcentage de la population qui est hypersensible? J'ai pas forcément les chiffres là-dessus. Parce que, c'est difficile d'arriver à catégoriser les personnes. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'études ou d'enquêtes vraiment spécifiques, il y a pas, on peut pas faire un test pour savoir si on est à 100 hypersensible. On peut avoir une tendance à être hypersensible, mais aujourd'hui, il y a pas de test officiel, même si je vais vous partager des tests, mais, il y a rien «d'officiel» entre guillemets, qui peut garantir une hypersensibilité. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent hypersensibles, alors qu'en fait, c'est juste qu'elles ont des difficultés à gérer des émotions, mais elles ne sont pas pour autant hypersensibles. Parce que les deux peuvent être des fois un petit peu liés. C'est peut-être quelque chose qui, malgré tout, on a peut-être une. Alors,
beaucoup disent: «Bah, les gens sont de plus en plus hypersensibles, aujourd'hui». C'est peut-être qu'avant, on parle plus de gestion des émotions ou d'introversion, enfin, une personne introvertie ou, et on n'avait pas le mot hypersensible, mais je pense que ça existait autant avant qu'aujourd'hui. Après c'est, bah, plus on aide les gens à se poser des questions aussi sur eux, à faire de l'introspection, plus on arrive à révéler des choses et donc l'hypersensibilité se révèle aussi à ce moment-là. Choses sur lesquelles on ne mettait pas de mots à une époque. C'est ce qui peut aussi amener à avoir un peu plus de personnes hypersensibles. Mais j'ai pas forcément les stats, par rapport, à ce genre de choses. Les stratégies pour communiquer efficacement avec des personnes hypersensibles, donc si vous l'êtes, bah, c'est aussi quelque chose à voir et si vous discutez, communiquez avec des personnes hypersensibles, bah, c'est aussi, en prendre conscience, donc de tout le langage corporel, parce que, bah, les personnes vont être très, attentives à tous les signaux non verbaux, donc on va éviter en réunion de croiser les bras, de rouler des yeux ou de soupirer dès qu'une personne va dire quelque chose parce que ça peut être des signes vus comme de la critique, bah, quelque chose qu'on va désapprouver, et l'hypersensible, encore une fois, bah, aime pas trop ça. Donc on va éviter d'avoir ce genre d'attitude face à une personne hypersensible. On va privilégier vraiment une communication plus claire, plus directe. On parle beaucoup de communication non violente dans ces cas-là. Donc on va éviter les sous-entendus, on va, éviter, les messages un peu implicites, on dit les choses mais on les dit pas trop. Non, si on a quelque chose à dire, il faut le dire clairement, avec toute la bienveillance qui va avec. D'où encore une fois la communication non violente qui est très importante tant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, mais qui n'est pas encore assez utilisée, à mon sens, et qui permet vraiment de mettre des mots sur les émotions, de dire les choses comme on les ressent et d'attendre une solution, une réponse de l'autre personne. Et donc éviter effectivement, bah, de critiquer ou de juger la personne, sans savoir, sans connaître la situation, parce que ça peut très vite blesser l'autre, et donc plutôt d'exprimer, bah, quelque chose qui vous préoccupe ou, d'exprimer un désaccord, mais de la manière la plus construite possible, encore une fois grâce à la communication non violente qui le permet clairement. Il y a plein de vidéos, hein, sur YouTube en communication non violente. Je crois d'ailleurs que même à l'ESCA, vous avez eu des webinars sur la communication non violente. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans les replays passés. Ça peut vraiment être des outils qui peuvent vraiment aider facilement. L'écoute active, encore une fois, ce sont des choses qui sont aussi importantes parce que c'est important aussi de se sentir entendu et compris. Donc, c'est de ne pas hésiter à poser des questions pour clarifier les choses. Quand une personne dit quelque chose, c'est voilà, ce que j'en ai compris, c'est ça. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais me dire? Pas hésiter à répéter pour être sûr que la personne a bien dit ce qu'elle a et que vous avez bien entendu et bien compris ce qu'elle a voulu dire, pour encore une fois éviter potentiellement les jugements ou les impressions qui seraient fausses. Et respecter aussi la personne dans ses limites, parce que si une personne vous dit non ou si une personne a besoin d'un peu d'espace pour mieux vivre ses émotions et n'aime pas la proximité ou ce genre de choses, bah, ça sert à rien de la presser ou de lui mettre un stress supplémentaire parce que vous obtiendrez pas de réponse plus rapidement ou un travail plus vite si vous lui mettez la pression alors que vous savez que c'est une personne qui va être bah, sujette au stress ou à l'angoisse à cause de ce genre de choses. Donc ça ne sert clairement à rien de le faire. Comment on établit les limites? On l'a vu, apprendre à dire non. Bah, si vous vous sentez submergé par des demandes, par des obligations, alors souvent, souvent, j'ai beaucoup de mamans quand même là-dessus qui se sentent très vite submergées par plein d'obligations avec ce fameux rôle que nous impose la société très souvent et que nous impose aussi une certaine forme d'éducation qu'on a pu avoir, d'être la mère parfaite, l'épouse parfaite. Ça n'existe pas. Spoiler alerte. Ça n'existe pas. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez et en ayant conscience qu'il faut aussi du temps pour vous. Donc, apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à vous respecter. C'est aussi apprendre à poser vos limites pour ne pas vous engager sur quelque chose qui va vous stresser encore plus. Et c'est vrai que je vois beaucoup de mamans qui se donnent à fond
dans leur vie de famille avec les enfants et autres, parce qu'elles veulent être parfaites, parce qu'elles veulent pas que leur enfant manque de quoi que ce soit. Et souvent, je leur dis, et j'essaie de leur apprendre le lâcher prise et de voir la situation à l'inverse, en disant: «Est-ce que c'est critique si ça, il y a pas? Est-ce que c'est difficile ou important si ça, il y a pas tel événement ou telle chose?» Elles me disent: «Bah non, mais c'est moi qui a». Et du coup, je dis: «Est-ce qu'il y a possibilité de faire que quelqu'un d'autre fasse, de demander de l'aide à quelqu'un, même si c'est pas aussi bien fait que par vous, mais au moins ce sera fait par quelqu'un d'autre, ça va vous permettre de vous dégager du temps». Et toute cette surcharge émotionnelle que vous avez, il est important d'en prendre conscience et de se dire: «Bah, je ne peux pas être partout, je ne suis pas Superwoman et donc ou je ne suis pas Superman pour les hommes et donc c'est comment je fais pour aller demander de l'aide? Comment je fais pour éviter telle situation qui me stresse ou qui me met dans un état, d'angoisse, alors que ce n'est pas forcément de mon fait? Quels sont les éléments sur lesquels je peux agir pour être beaucoup plus sereine?» Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Encore une fois, je sais que c'est pas facile parce que, on se met tous inconsciemment une pression de dingue, mais c'est important, d'arriver à poser des fois certaines limites. Si j'ai bien compris, les introvertis sont plus facilement hypersensibles comparés aux extravertis. Alors oui et non, je vais faire une réponse de Normand. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont introvertis, mais c'est pas incompatible. Un hypersensible peut être à la fois introverti et à la fois extraverti. C'est vrai que très souvent, on a tendance à les, dissocier. Soit on est introverti, soit on est extraverti, mais en fait, on peut être les 2. Parce que, bah, la personne qui est, hypersensible, elle aime aussi les interactions avec les gens et donc elle a ce petit côté extraverti où elle est très sociable avec les gens. Mais comme c'est une hypersensible, elle a aussi besoin de se ressourcer, donc elle a besoin de temps pour elle et donc elle va se transformer en introvertie et donc elle va à un moment donné avoir besoin de se couper du monde, d'être seule chez elle, ou dans son jardin et cette personne, elle va avoir besoin de s'isoler. Et donc, on va la trouver introvertie à ce moment-là. Parce que c'est pas une personne qui va forcément tout de suite se jeter dans le bain ou dans la foule tout de suite. Elle va peut-être d'abord observer. Donc, on va penser d'elle qu'elle est introvertie. Mais ça l'empêche pas, une fois qu'elle est à l'aise, une fois qu'elle est bien présente, d'être dans une extraversion. Donc, en fait, les deux peuvent être liés. On peut être une seule et même personne en étant à la fois introvertie et extravertie. Et donc, ça, c'est vraiment important. De rien, Delphine. Donc apprendre à dire non, éviter les situations qui vous mettent mal à l'aise. Encore une fois, je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Bah, si, c'est ce qui va vous aider d'éviter ce genre de situation, c'est d'arriver à les détecter. Encore une fois, c'est plus vous allez travailler sur votre introspection et être capable de savoir ce qui vous génère du stress peut-être ou des émotions vives et bah, se dire: «Bon OK, ça c'est, je sais pas moi, si vous travaillez dans un environnement qui est ultra, bruyant et ben, avec, un casque, de la musique, avec, bah, ou s'il y a trop de lumière, de mettre, peut-être des lunettes, qui vont apaiser la luminosité. Tous ces petits éléments qui vont vous permettre de mieux gérer les émotions, et de mieux gérer les situations. Et c'est important d'arriver à mettre des mots dessus, de se dire: «OK, c'est telle situation qui est difficile pour moi». Si vous savez que, aller en soirée et avec, du bruit, du monde, ça va vous stresser, mais que vous avez quand même envie de le faire, et ben dans ces cas-là, c'est vous de dire: «Bah, j'y vais, mais que pendant un certain temps». C'est-à-dire que je vais à cette soirée, mais j'y reste 1 heure ou 1 heure et demie max. Et je sais qu'avant, je vais peut-être faire un peu de méditation de pleine conscience pour me préparer à l'événement et me permettre de profiter de l'instant présent et de souffler. Et je sais qu'après, c'est 1 heure et demie. Donc, je préviens les gens que je viens à la soirée, mais que je vais rester qu'une heure et demie. Et que quand je m'en vais, bah, je m'octroie un moment pour décharger toutes ces émotions vives que j'aurais pu rencontrer pendant cette soirée. Et donc, c'est d'être en capacité de se dire, je ne me coupe pas du monde, mais je sais comment j'organise mon temps pour justement éviter une situation. Si je fais toute la soirée pendant 4 heures, je me couche à pas d'heure, du coup, je vais moins bien dormir, je vais me réveiller bougon parce que mon sommeil n'aura pas été bon. Bah, tout ça, ça va enchaîner, ça va me provoquer une surcharge émotionnelle. Et donc, je fais les choses, mais je sais que les temporiser, les mettre dans un axe de temps qui va me permettre d'être mieux par la suite. D'où les fixer voilà, les limites de temps pour les interactions sociales. Voilà, j'ai spoilé la suite, qui va être important de se dire, bah voilà, je planifie, comme ça je ne me montre pas asociale, mais parce que je sais que cette interaction-là est importante, mais en tout cas, je la gère à ma manière, on ne me l'impose pas. Et ça aussi, c'est des éléments qui vont être importants.
Voilà, pour éviter forcément les surcharges émotionnelles. Ça veut dire que quand vous sentez que vous allez être, limite en surcharge émotionnelle, c'est d'avoir ce petit temps pour vous. On parle souvent de retourner dans sa cabane intérieure, d'avoir cet espace justement qui nous permet de nous, hem, de nous reconcentrer, alors ça peut être, la relaxation, le yoga, tout genre de choses. C'est de retrouver un petit peu, sa petite maisonnette intérieure où dans laquelle on sait que ce moment-là, c'est un temps pour nous. C'est un temps où on va pouvoir se ressourcer et ça, c'est important de se dire: «OK, je sais que, tous les jours, je rends visite, à moi-même dans ma cabane intérieure à tel moment et ce temps, je l'attends à chaque fois avec impatience pour pouvoir justement décharger toutes les émotions». Et ça, plus on va pouvoir établir ses limites, et bien plus on va pouvoir être beaucoup plus épanoui, par rapport à son hypersensibilité qui, encore une fois, pour moi, est un atout. C'est clairement pas un défaut. Je regarde l'heure, on a vite fait le temps pour la partie 4. Je vous avais dit que j'étais bavarde. Je regarde, il y a pas de questions, tout va bien. Donc dans la partie 4, on va voir donc les avantages, comment on peut utiliser cette hypersensibilité pour développer d'autres compétences et les outils encore pour renforcer sa confiance en soi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Donc les avantages, on les avait vus, donc je vais les passer vite fait. C'est le fait d'arriver à créer des liens forts avec les gens parce qu'on est dans cette capacité à analyser les situations, à voir les petits détails que les autres ne voient pas. Et donc effectivement, on arrive à mieux comprendre les besoins des autres, à mieux comprendre les émotions. Et ce qui nous permet d'anticiper, donc de résoudre plus facilement des problèmes qui pourraient venir. Et ça va nous permettre aussi d'amener aussi beaucoup plus de créativité parce que, en tout cas, on a cet avantage-là de remarquer les détails et d'être beaucoup plus réceptif à tous les stimuli qui vont nous entourer et d'amener du coup des petites choses créatives sur la manière d'échanger, la manière de collaborer, de voir les projets. Tout ça, ça va avoir un impact au quotidien. Donc ça, c'est vraiment pour moi les avantages. Comment on l'utilise au quotidien? Oups. Au quotidien, un des avantages, bon, on a vu, c'est le côté empathique parce que comme vous avez plein de compétences et plein de talents, parce que forcément vous êtes tous des personnes formidables, et cette empathie que vous avez, cette capacité naturelle à comprendre les émotions des autres, c'est clairement un atout. Et ça, c'est un atout que vous allez pouvoir utiliser dans des professions qui demandent justement d'interaction sociale. Les professions liées à la santé, les métiers de la communication, les métiers RH, les métiers, si vous êtes manager, toute cette empathie que vous avez, c'est pour moi un atout dans ces métiers. Parce que justement, une personne hypersensible a cette capacité à générer, à comprendre les émotions et à anticiper et à mieux les accompagner chez elle et chez les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ce côté créativité aussi, dans les métiers artistiques, on retrouve beaucoup de personnes très hypersensibles qui justement, on voit beaucoup dans les artistes, des personnes qui vont avoir une image du monde et qui vont donc se lancer dans des projets créatifs, que ce soit de la peinture, de l'écriture, de la musique, peu importe, parce ils veulent transmettre quelque chose, ils veulent partager quelque chose, ils veulent partager en fait leurs émotions et la manière dont ils voient le monde. Et ils attendent et en retour forcément beaucoup d'amour de leurs fans, de leurs spectateurs et autres. Et donc on voit chez les artistes, beaucoup de personnes qui sont effectivement très hypersensibles. Cette capacité à résoudre les problèmes, encore une fois, si vous êtes dans des métiers autour de l'audit, de la stratégie, de la finance, du conseil, c'est aussi des atouts en fait. Parce que cette capacité à résoudre les problèmes, c'est votre capacité à, encore une fois, à percevoir des détails que d'autres ne verraient pas. C'est cette compétence qui va vous permettre de trouver des solutions face à un problème que d'autres peut-être n'auraient pas vu ou ne sauraient pas comment trouver la solution adéquate. Et donc, c'est pour vous un atout clairement. Donc, si demain vous êtes dans ces métiers et que on vous reproche votre hypersensibilité, il faut expliquer aux autres qu'au contraire, c'est une chance parce que vous avez cette capacité d'analyse, de prendre du recul, d'écoute, d'empathie, de gestion d'équipe, de résolution de problèmes. Tout ça, ce sont quand même des qualités qui sont très recherchées aujourd'hui par les entreprises. Donc, ce sont des qualités que vous avez en fait inconsciemment. Donc, on ne peut pas vous le reprocher.
De même que la résilience, on ne peut pas vous le reprocher. Parce que quand vous êtes confronté à l'ensemble de ces émotions, et ben, comme vous avez su travailler dessus, que vous savez les analyser, que vous savez, les gérer, et ben, vous avez cette grande résilience, de cette capacité en tout cas de rebondir face à des difficultés que vous allez rencontrer. Parce que vous savez que, vous avez aussi cette capacité à lâcher prise, vous dire: «Bah, voilà, tout n'est pas forcément de mon fait, je ne peux pas tout gérer, je ne peux pas être responsable de tout. Donc je vais gérer les choses que je peux gérer, je vais demander de l'aide quand c'est nécessaire, je vais déléguer quand je peux, pour justement arriver à faire face à, des transformations dans les entreprises, des changements, des difficultés autres. Et ben, cette capacité-là, ce sont clairement, en tout cas pour moi, vos compétences, vos qualités que vous pouvez véritablement mettre en avant. Encore une fois, ne valorisez pas, enfin non, ne n'indiquez pas que l'hypersensibilité est un problème, parce que souvent quand on a des personnes qui sont hypersensibles, elles ont du mal des fois certaines à voir tout le potentiel de cette hypersensibilité, elles vont effectivement l'annoncer comme étant un problème. On le voit souvent avec les personnes quand en entretien d'embauche, elles commencent en dire: «Oui, alors j'ai un profil un peu atypique». C'est un peu je vous annonce que mon profil est pas comme les autres, c'est peut-être un problème pour vous. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est pas un problème. Mais le fait de l'annoncer comme ça, c'est un problème. Tandis que dire: «Bah, voilà, moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un parcours varié où j'ai pu connaître différents métiers, différents secteurs et c'est une chance pour vous aujourd'hui parce que grâce à ça, je vais pouvoir être opérationnel dans votre équipe, dans votre service, grâce à tout ce que j'ai pu rencontrer». Et ben, en fait, je viens de dire que j'ai un parcours atypique sans dire qu'il était atypique et en fait, le choix des mots et la manière dont je vais le dire va, en fait, plutôt transposer quelque chose de positif et donc l'hypersensibilité, c'est la même chose. Si aujourd'hui on vous demande vos qualités en entretien, c'est, bah, aujourd'hui ma plus belle qualité parce que j'ai envie d'en donner qu'une seule, c'est l'hypersensibilité. Alors c'est vrai que ça peut être perçu comme, quelque chose qui est pas forcément très bien connu aujourd'hui et pas forcément quelque chose de positif et au contraire, pour moi, c'est un atout dans l'entreprise parce que j'ai, ce super pouvoir d'arriver à déceler les choses avant qu'elles n'arrivent. J'ai ce super pouvoir de pouvoir mieux comprendre les émotions de mon équipe. Vous me demandez demain de manager une équipe, c'est une chance justement pour moi d'être hypersensible, d'arriver à comprendre les émotions des gens, de pouvoir arriver à résoudre les problèmes, de pouvoir éviter les conflits, ce qui va me permettre de pouvoir manager les équipes, les projets, de manière optimale et de pouvoir faire grandir l'entreprise dans ce sens. Je viens de parler de mon hypersensibilité, mais de manière beaucoup plus positive. Bon là, je viens d'inventer un texte, mais mais voilà, c'est, vraiment des éléments qui sont essentiels et qui sont importants. Les outils qui peuvent vraiment vous aider, là-dessus, vous allez voir qu'il y en a plein. Il y a la pratique de la méditation parce que, bah, forcément, c'est, encore une fois quelque chose qui peut vous aider, à mieux gérer, vos émotions. L'activité physique, je ne le dirai jamais assez, mais, effectivement, aller marcher, aller tondre la pelouse, aller, en salle, aller, je sais pas moi, gravir des montagnes, ce que vous voulez, mais c'est vraiment important. On a également toute la confiance en soi, donc toute la partie développement personnel. Prendre le temps de vous former, d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est aussi quelque chose qui va vous aider à vous sentir beaucoup plus en confiance et beaucoup plus compétent. Parce que plus vous allez continuer à apprendre et plus ça va renforcer aussi des nouvelles passions, des nouveaux talents et donc cette confiance que vous devez avoir de vous parce que vous êtes forcément des personnes formidables et qu'il faut en avoir conscience. Et donc, c'est arriver à le dire aussi, le verbaliser les choses, c'est important. D'où la pratique de l'affirmation de soi, qui sont des éléments importants, de se dire, bah voilà, ça va aussi vous aider à vous respecter, à mieux vivre avec votre hypersensibilité, affirmer que vous êtes fier de cette hypersensibilité et affirmer toutes les choses formidables que vous avez pu faire grâce à votre hypersensibilité. Et ça, c'est aussi un travail de gratitude qui va avec, qui va vous permettre de savoir justement, de se dire, bah voilà, je prends le temps, je me concentre sur tous les aspects positifs de ma vie, sur ma personnalité et je me rends compte à quel point tout ce que j'ai pu dire ou tout ce que j'ai pu faire, bah, c'est quelque chose d'important et qui sont bien. Et donc, je me remercie moi-même pour tous ces aspects positifs de mon hypersensibilité. Et ben, c'est aussi quelque chose qui va vous aider parce que le travail de gratitude, l'affirmation de soi, tout ça, ça va renforcer votre confiance en vous. Et c'est vraiment essentiel et important parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et ça aura forcément un impact sur vos émotions, les émotions des autres, votre relation avec les autres.
Donc vous êtes la pierre angulaire de toutes ces choses-là. Tout part de vous, en grande partie quand même. Hem Et donc ça, c'est des éléments qui sont importants. La résilience, elle est induite par l'hypersensibilité parce que pour moi, une personne qui est hypersensible et qui est capable, encore une fois, c'est lié aussi à cette capacité, de prendre du recul, de comprendre des émotions, de les verbaliser, et de vivre avec, et de les accompagner du coup, et ben, cette résilience-là que vous faites envers vous-même, c'est aussi cette résilience que vous êtes capable envers les autres. Parce que quand vous allez être face à une situation, que vous allez analyser tous les détails, vous allez être en capacité de comprendre le pourquoi du comment, et donc vous allez avoir une attitude beaucoup plus douce et beaucoup plus empathique avec la personne et avec la situation. Et donc cette résilience, pour moi, provient naturellement de l'hypersensibilité, à condition, encore une fois, toujours, que la personne hypersensible en ait conscience de son hypersensibilité et arrive à la gérer. Ça c'est vraiment essentiel. Une personne hypersensible qui ne sait pas gérer son hypersensibilité, c'est une personne qui peut être, stressée, qui peut, vite s'énerver, s'emporter parce que justement il y a un trop plein d'émotions qu'elle n'arrive pas à gérer. Et donc c'est peut-être aussi à une autre personne de l'aider, de prendre conscience de son hypersensibilité. Si on est le manager et qu'on se rend compte qu'on a une personne qui est hypersensible mais qu'elle n'a pas l'air de s'en rendre compte, c'est de dire: «Bah, voilà, je me rends compte que tu es peut-être une personne hypersensible. Est-ce que tu te reconnais dans telle et telle situation? Est-ce que tu veux qu'on t'accompagne de telle et telle manière? Est-ce que tu as déjà essayé telle et telle chose?» Et de lui faire comprendre que l'hypersensibilité, c'est pas un défaut, que c'est un atout, et qu'on peut l'accompagner là-dessus. Encore une fois, c'est si on en a conscience et qu'on sait la gérer, on est un rayon de soleil d'hypersensibilité pour toutes les personnes qui nous entourent. Sinon, ça peut être vite difficile. Je vous ai mis ici, alors je vais vous envoyer hop, je vais vous le mettre 1, 2, 3, 4, c'est ces 4 là. Je vous le mets dans la discussion, pour que vous puissiez aussi avoir les liens. Hop, les 4 liens donc, pour faire un test, pour savoir si vous êtes hypersensible. Le dernier, il coûte 1 €, ça va. Les autres, ils sont gratuits. C'est des petits tests qui vous permettent de voir si vous êtes hypersensible ou pas. Et je terminerai là-dessus avec des petites lectures aussi, que je peux vous recommander, qui sont très bien autour de la gestion des émotions et de l'hypersensibilité, autour de l'intelligence émotionnelle, parce que c'est aussi important de prendre conscience de ça. Donc là, il y en a qui sont spécialisés pour les enfants aussi, je trouve ça très bien. J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir parce que je pense que c'est vraiment important que tout parent apprenne à gérer les émotions, que son enfant soit hypersensible ou pas, mais apprenne à gérer les émotions d'un enfant, en sachant que les émotions d'un enfant, c'est forcément multiplié par 10 ou par 100 ou par 1000 par rapport à un adulte. Et puis, il y a Fabrice Midal qui a fait un petit cahier pratique autour de l'hypersensible, avec plein de situations et plein de solutions proposées. Donc, je trouve que c'est très, très bien. Et il y a d'autres petits bouquins qui existent. Alors, je les ai pas tous, ceux-là. Mais vous voyez, mon cahier rituel Feel Good hypersensibilité, mon cahier hypersensible, 50 pages de conseils pratiques. Bon, vous voyez que c'est vraiment pas cher en plus. Donc, je me dis que c'est vraiment des petits bouquins qu'on peut acheter très facilement, et qui permettent vraiment de travailler son hypersensibilité et de mieux la comprendre, mieux la gérer, mieux la vivre, mieux l'accepter, ou en tout cas accompagner. Demain, vous êtes manager, peut-être que vous pouvez proposer une formation dans votre service autour de l'hypersensibilité. Ça peut être en tout cas quelque chose qui peut être très, très bien. Voilà ce que je pouvais vous partager. Je termine sur le fil du rasoir. Avec un peu de retard. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez surtout pas, j'y réponds avec grand plaisir. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci Delphine. Merci à tous. Du coup, je vous ai donné plein de lectures à faire. Le webinaire sera disponible donc d'ici, 1 semaine, 10 jours max sur la chaîne, YouTube de, l'ESCA Alumni. Donc n'hésitez pas à aller la voir, la revoir, la liker, mettre plein de commentaires. Et si vous avez d'autres questions par la suite, je suis disponible sur LinkedIn aussi. Voilà, n'hésitez pas, tout le monde peut, m'écrire et me contacter, ce sera avec, grand plaisir. Pas de questions? Bon. Bah, écoutez, je vous souhaite j'allais dire une excellente soirée, l'habitude de faire les webinaires en soirée. Une excellente après-midi, et je vous dis, je vois peut-être Gaëlle, vous voulez dire quelque chose? Non, Non? non, excusez-moi, je parlais toute seule. J'ai cru, c'est pour ça.
En tout cas, merci à tous. Passez une excellente après-midi et à très bientôt pour des prochains webinars. Très bonne journée. Au revoir.